Bonsoir à tous et bienvenue à Lourdes pour ce nouveau Hors les Murs. C'est ici, il y a 70 ans, qu'à l'appel des évêques de France a été créé le Secours catholique par l'abbé Jean Rodin, véritable visionnaire de la charité. Il avait été aumônier des prisonniers de guerre. 70 ans d'action en France et dans le monde pour faire reculer la pauvreté. 70 ans de fraternité entre personnes en situation de précarité et bénévoles. Aujourd'hui, le Secours catholique est la première ONG caritative en France. Il s'appuie sur des forces vives, 4000 équipes locales, 68 000 bénévoles, des milliers de donateurs. Mais les défis restent immenses. Sur 1,5 million de personnes accueillies par le Secours catholique, eh bien, les 3/4 vivent avec moins de 500 € par mois. Alors à travers cette émission, eh bien, vous verrez comment le Secours catholique agit sur le terrain. Vous pourrez aussi vivre les temps forts de cet anniversaire à Lourdes, mais aussi à Paris. Et puis avec Véronique Fayet, présidente du Secours catholique Caritas France, et de Monseigneur Luc Van Looy, président de Caritas Europe, nous aurons un panorama sur les défis qui sont à relever et sur les enjeux qui se posent pour l'avenir du Secours catholique. Tout de suite un reportage. Depuis avril et jusqu'en juin, plus de 70 000 personnes ont marché pour marquer cet anniversaire. Des marches fraternelles qui ont lieu un petit peu partout en France. Bénévoles et personnes fragilisées par la vie y participent. Un exemple avec la délégation de Pyrénées-Gascogne. Plusieurs dizaines de personnes ont parcouru 80 km en une semaine. Martin Delavenne a fait un bout de chemin avec elle. Réglisse, jeune Anne de 10 ans, ouvre une nouvelle fois la marche. Partie d'Aussin, cette 8e étape conduira les 37 pèlerins jusqu'à Lourdes. On part ensemble et très vite, il n'y a plus d'aidants ou d'aidés, on est pareil. Parce qu'au fur et à mesure de la marche, chacun découvre finalement ses faiblesses et ses pauvretés. Et ce n'est pas forcément les clochards ou les autres qui sont les plus malheureux, parce que beaucoup de personnes portent en elles des grandes blessures. Originaires du Gers et des Hautes-Pyrénées, ils sont près de 450 à être venus ponctuellement se joindre à la marche. Au départ de ce dernier tronçon de 10 km, un café et puis vient la marche sur une départementale avant de rejoindre des chemins de randonnée. Si on a un problème, voilà, on peut parler avec les gens qui sont là, un accueil, voilà. On est tous... Voilà, une vie plus ou moins difficile par moment. Pour les bénévoles du Secours catholique, accompagner, c'est avant tout partager. Ils m'ont aidé et moi je donne en conséquence ce qu'ils m'ont donné. Tout le monde se lie d'amitié, se parle. On veut écouter les personnes qui sont en difficulté, puis on les prend avec nous et c'est avec bon cœur quoi. Le sourire surtout. Arrivé à Adé, à 3 km de Lourdes, c'est le moment de faire une pause. Donc comme à chaque étape de notre marche, nous prenons un temps de réflexion, un temps spirituel. Donc aujourd'hui... Lors de chacun de ces temps de réflexion, le père Éric, aumônier du Secours catholique, introduit l'une des valeurs portées par le Christ. Ce matin-là, le pardon, un thème qui résonne dans le cœur de ces marcheurs, croyants ou non croyants. Heureuse d'avoir fait plein de rencontres, d'avoir fait tomber des barrières, des a priori. Parce qu'en fait, quand on rencontre les gens une première fois, on porte un certain jugement. Et puis au fil des jours, on les découvre et on s'aperçoit qu'ils ont plein de choses, ils sont riches de leur parcours. Et c'est intéressant et on les apprécie de plus en plus. Des rencontres, il y en aura encore avec l'ensemble des délégations venues du Sud-Ouest, au cœur de la cité Saint-Pierre pour ce 70e anniversaire du Secours catholique. Réglisse y retrouvera son herbage pour un repos bien mérité. Nous sommes à présent à la cité Saint-Pierre, lieu qui avait été fondé par l'abbé Jean Rodin en 1955 pour accueillir
des pèlerins en situation de précarité. Véronique Fayet, qui est présidente du Secours catholique et Caritas France, nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. À vos côtés, Christophe Deberg, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué du Secours catholique Quercy, qui recouvre le Lot et Tarn-et-Garonne. C'est cela même. On vient de voir ce reportage sur cette marche. Vous en avez conduite une également? Oui, tout à fait. Nous, elle s'est déroulée la semaine passée. Nous sommes partis en fait de Rocamadour, donc dans le Lot, pour arriver à Notre-Dame-de-Livron dans le Tarn-et-Garonne. Et à la différence peut-être avec ma collègue là et nos collègues de Pyrénées-Gascogne, c'est que nous en fait les marches se sont faites dans les territoires, donc dans les petits bassins de vie, autour des équipes, et les équipes avaient envie d'aller rencontrer les habitants et les personnes qu'elles rencontrent d'habitude lors de réunions, choses comme ça, mais d'aller les rencontrer, d'aller les taper un petit peu à leur porte autour de chez elles. Donc ça pouvait être aller voir des élus par exemple? Les élus qui étaient invités, Oui. essayer d'embarquer un petit peu avec nous dans les marches, aussi les habitants qu'on pouvait rencontrer, les gens sur le passage, donc sur des marchés, sur des foires agricoles, choses comme ça. Donc, tous ces lieux en fait qui sont des lieux de vie dans cette France rurale, qui permettent justement aussi de rencontrer, c'est là qu'on rencontre des élus aussi, c'est là qu'on rencontre le tissu associatif aussi, parce que les associations sont présentes dans ces lieux-là aussi. Véronique Fayet, ces marches, c'est quoi en fait la démarche? Est-ce que c'est plus qu'un symbole? La symbolique de la marche est extrêmement forte. Ça veut dire qu'on sort de chez soi, on sort de son confort, on sort de ses certitudes et on va vers les autres. On va vers tous ceux qui ne nous connaissent pas. Parce qu'ils sont trop pauvres, trop seuls, trop âgés ou malades, vers tous ceux avec qui on travaille et qu'on connaît un peu mais pas forcément assez bien, et puis vers tous ceux qui ne savent pas encore qu'ils pourraient s'engager avec nous, tous ceux que Monseigneur Rodin appelait les chômeurs de la charité, et on va vers eux, des habitants des villes et des villages, pour dire on a besoin de vous. Et donc ça a très très bien fonctionné, il y a eu des milliers de marches, des petites marches, des grandes marches, il y a des gens qui ont été en direction de la prison, d'autres qui ont été dans une maison de personnes âgées, d'autres rencontrer des Roms, d'autres voir des gens du voyage. Il y a eu des rencontres interreligieuses et des célébrations avec des imams et des communautés musulmanes. Voilà. Et puis sur les places des villes et des villages, moi j'ai vécu quelque chose de très beau dans le Var. On a traversé le village avec une belle banderole sur laquelle était écrit notre slogan qui est « Pas à pas, mais pas sans toi ». Donc c'est très symbolique, ce pas à pas mais pas sans toi. Et c'était porté d'un côté par le curé du village et de l'autre par le maire. Voilà. Et donc c'était un beau symbole de ce qu'on veut vivre, c'est-à-dire rassembler les paroisses, les communautés chrétiennes, les élus, rassembler tout le monde pour en fait lutter contre la pauvreté tous ensemble. Et ces pouvoirs publics, vous leur posez donc ces questions, vous faites un plaidoyer. Est-ce qu'il y a des réponses concrètes à apporter? Est-ce que ça c'est des choses que vous voyez couramment? Oui, ça se fait dans le temps parce qu'il n'y a pas de réponse magique. Nous, on va porter aux élus, qu'ils soient d'un village, d'un département, d'une région nationale ou voire européen, on essaie de leur faire prendre conscience des réalités, on essaie de faire des suggestions, de montrer ce qui a marché. Voilà, donc on est dans tous les combats pour le RSA. On a beaucoup milité au niveau national pour la fusion entre le RSA, qu'on appelle le RSA activité et la prime pour l'emploi, pour une seule prime unique d'activité, voilà, sur des choses comme ça. On voit que la persévérance porte du fruit, et ce qui est fructueux aussi, c'est de travailler avec les autres associations. Voilà, on n'est jamais seul. On est toujours avec un collectif d'associations. Alors au niveau national, ça s'appelle Alerte, mais au niveau local, ça peut être un petit collectif d'associations locales. Et on sait bien que c'est ensemble qu'on est plus entendu. Christophe Deberg, parlez-nous un petit peu des bénévoles qui travaillent chez vous. Qui sont-ils? Alors, deux choses, je dirais. C'est vrai qu'on part tout de suite bénévole. Moi, je parle plutôt d'acteurs du Secours catholique, plus généralement, et c'est ce qu'on essaye de vivre un peu dans le Quercy. Vous préférez ce mot-là? Parce qu'en fait, dans les personnes aujourd'hui qui sont associées à la réflexion, au travail au Secours catholique, il n'y a pas que des bénévoles, on va dire estampillés Secours catholique. On a effectivement des fois d'autres personnes, des partenaires, la communauté chrétienne aussi qui est là, on peut avoir la paroisse, le groupe Diaconia qui est là aussi, qui se mobilise avec nous. On peut avoir des habitants qui viennent et qui n'ont peut-être pas envie d'avoir l'étiquette Secours catholique tout de suite. Et on a des personnes accompagnées en difficulté qui sont là aussi. Donc en fait, c'est l'ensemble de ces acteurs-là qui essaient de se mobiliser, réfléchir, discuter ensemble, échanger ensemble, des fois se frotter un petit peu parce qu'on n'est pas toujours d'accord, on n'a pas toujours le même parcours de vie. C'est la philosophie maintenant du Secours catholique, hein, cette idée d'acteur,
Ce que vous disiez faisait écho à ce qu'on a fait à Calais, parce que donc la diversité du Secours catholique, c'est justement qu'on est présent dans des régions très rurales, très urbaines, on est présent auprès des gens de la rue à Paris, on est présent à Calais, dans le bidonville de Calais, et on a eu une démarche qui est tout à fait similaire, puisque tout le monde disait mais ils sont là, ils veulent aller en Angleterre, c'est insoluble, etc. Et nous on a dit mais si au fait on les écoutait pour savoir si vraiment ils veulent aller en Angleterre. Et donc, on a fait deux choses. D'abord, on a demandé au ministère de l'Intérieur d'avoir une mission de réflexion qui se projette dans le moyen et long terme, dire comment on fait pour sortir de cette urgence-là. Et donc, est-ce qu'on ne pourrait pas confier à des experts une mission de réflexion? Donc, ça a été fait. C'est Jérôme Bignon qui a fait avec Jean Haribo une mission de travail. Et nous, on a fait un petit travail d'enquête un peu scientifique en interviewant une cinquantaine de migrants pour savoir d'où ils venaient, où ils allaient, quel était leur projet. Et finalement, le titre du rapport, c'est « Je ne savais même pas où allait ma barque ». Ça voulait bien dire que les migrants, ils ne veulent pas du tout aller en Angleterre. Ils se trouvent ballottés par les mafias, par les circonstances. Ils ne savent pas où ils vont. Et puis ils se retrouvent à Paris, puis ils se retrouvent à Calais. Mais justement, ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur propose un lieu où ils peuvent se poser et faire un projet de vie. Et donc ça a alimenté le rapport des experts. Et on a proposé au ministère de l'Intérieur de faire des centres de répit, des centres de repos, si possible en amont de Calais, peut-être entre Paris et Calais, ou même dans d'autres régions de France, pour que les migrants puissent se poser, se sentir en sécurité, ne plus être à la recherche de la nourriture, en danger par rapport aux mafias, par rapport à tous les trafics, etc. Et dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Est-ce que je veux demander l'asile en France? Est-ce que je veux absolument aller en Angleterre? Est-ce que j'ai de la famille au Danemark et je veux les rejoindre, etc. Et donc on voit que localement ou à Calais, la démarche est la même. En fait, il faut écouter les gens en fait, et leur donner l'opportunité de choisir leur vie, ce qu'ils veulent pour eux. Et, voilà. Et donc ces centres de répit sont en train de se mettre en place maintenant avec le ministère de l'Intérieur, un petit peu dans toute la France. Donc voilà, donc on avance. Dernière question, Christophe Weberg. Quels sont vos souhaits, vous, pour ce que pourrait faire le Secours catholique dans le Quercy prochainement, dans les prochaines années? Ce qui se dessine quand même très fortement, c'est justement se rapprocher au plus près des situations de pauvreté. Donc on est dans une vraie démarche de subsidiarité. Donc c'est comment on va vraiment sur des bassins de vie pour permettre aux personnes sur place d'avoir une vraie action concrète. Mais après, comme on le disait juste avant, c'est comment on capitalise toutes ces petites expériences pour qu'elles puissent servir de soutien, de support à une vraie démarche de plaidoyer au niveau national, parce que toutes ces petites actions qui vont être menées au niveau local, elles vont prendre vraiment un écho si elles sont après portées au niveau national. Donc c'est ça, pour nous vraiment, ce qu'on recherche, c'est comment les équipes locales du Secours catholique, donc s'appuyer sur notre existant, on a un existant extraordinaire, on a près de 5000 équipes locales en France, donc comment on s'appuie sur ce réseau-là pour tisser du lien social autour de ces équipes-là, d'une équipe à l'autre aussi, pour qu'il y ait de l'entraide aussi à ce niveau-là. Donc voilà, vraiment nous, dans les 10 ans à venir, c'est là-dessus qu'on veut travailler au maximum sur notre délégation du Quercy. Merci beaucoup. Merci. Véronique Fayet, vous restez avec nous, on va tout de suite regarder un autre reportage. Dans le département de l'Oise, à Crèvecoeur-le-Grand, on retrouve une équipe de bénévoles du point relais du Secours catholique. Des vêtements sont distribués, mais pas seulement. Des conseils pour sortir d'une situation difficile, une aide financière pour joindre les deux bouts, mais surtout beaucoup d'attention et d'écoute. Voyez ce reportage. Dans la délégation de l'Oise du Secours catholique, ce sont chaque semaine 697 bénévoles qui s'activent dans les 21 lieux d'accueil du Secours catholique. À Crèvecoeur-le-Grand, ils sont 20 à faire vivre Abi 60, un point relais où chaque journée commence avec un café sourire. Un petit café pour commencer la journée. Ça permet d'ouvrir le dialogue avec les bénévoles. Et souvent, le bénévole, et comme eux, on est tous dans l'attente de l'accueil, de se rencontrer, de redonner un peu d'élan, donner l'envie de discuter, de parler. Et on a beaucoup de bénévoles qui viennent trier, et c'est des gens qu'on a aidés et qui viennent dans le tri maintenant. Car Abi 60, c'est avant tout une boutique solidaire où près de 2000 personnes passent chaque année pour trouver des ustensiles de cuisine, des jouets, mais surtout des vêtements. Ça vous fait un 50, s'il vous plaît. Un 50. Merci. C'est ça. C'est parfait.
Bon, ben, je vous remercie. C'est moi. Bonne journée. Alors que plus de 10% des Isariens vivent sous le seuil de pauvreté, ce point relais, c'est aussi un lieu de socialisation. Malheureusement, plusieurs dames ont perdu leur mari et c'est une occasion, comme ils sont isolés à la maison, c'est une occasion de passer du temps et puis de discuter entre dames. Car rompre l'isolement est le premier pas vers l'action sociale. Moi, ça me fait beaucoup de bien. Ça m'ouvre aux autres et ça me permet personnellement de me changer les idées. S'ouvrant peu à peu aux bénévoles, les visiteurs du point relais confient leurs difficultés. Il s'ensuivra un accompagnement personnalisé pour accéder aux aides sociales ou bénéficier d'un petit coup de pouce financier. On n'a que 2 chambres et puis on n'a pas de salle de bain ni les toilettes, on n'a même pas de chaude, alors on se lave encore comme dans l'ancien temps. Hein. Ce sont en 2015, dans la délégation de l'Oise, 9 983 situations de pauvreté auxquelles le Secours catholique a été confronté. Mais pour l'instant, retrouvons à l'occasion de son anniversaire les membres de la délégation de l'Oise lors d'une marche dans les rues de Grandvilliers, une des nombreuses occasions de se retrouver dans cette partie rurale du département. On fait même des repas, on fait des repas partagés. En plus des cafés sourires, il y a pas mal d'animations, de la cellule d'écoute. Surtout de l'écoute, on n'est pas là pour juger, on essaie d'aider les gens au maximum. S'ensuit un café sourire, l'une des nombreuses actions du Secours catholique appréciée par les pouvoirs publics. Et c'est vrai que l'aide du Secours catholique est précieuse dans le sens où il y a un accompagnement. Il y a aussi des personnes, des bénévoles au Secours catholique qui viennent avec le sourire, qui les encouragent. Et tout ça, c'est hyper important. Et ça redonne le sourire aux gens. Une fraternité qui dure depuis 70 ans dans l'Oise et partout en France. Alors, on va faire un petit retour en arrière, puisque c'est les 70 ans du Secours catholique. On revient à la figure de Monseigneur Rodin, fondateur, à la demande des évêques de France, du Secours catholique. Cette personne, cette figure-là, est-ce qu'elle vous rejoint, vous, personnellement, dans votre engagement aujourd'hui ? J'ai appris à découvrir Monseigneur Rodin, que je ne connaissais pas beaucoup. Alors, je dirais d'abord qu'un homme qui aime ce lieu, des montagnes, ce lieu de Lourdes, ce lieu des Pyrénées, et qui aime la Sainte Vierge, est forcément un homme formidable. Et donc déjà ça me rejoint, parce que moi j'aime marcher dans la montagne, j'aime venir à Lourdes, j'aime ce lieu de la cité Saint-Pierre magnifique qu'il a contribué à créer. Voilà. Et puis je découvre de plus en plus que c'était un homme à la fois de contemplation et d'action. C'était un homme d'action très puissant, un organisateur. Il parlait souvent d'organiser la charité. Il a suscité la création de Caritas International et il en a pris la présidence pendant un temps parce qu'il a senti que c'était important d'avoir un réseau international, un réseau mondial. Voilà, donc c'est vraiment un homme d'action très doué. Et en même temps, on le décrit souvent comme un homme taiseux, très silencieux, comme un Vosgien, parce que c'était un Vosgien d'origine. Et donc du coup, très contemplatif. Et moi, ça me rejoint bien parce que moi, j'ai la conviction qu'on ne peut pas être bien dans l'action si on n'a pas ce recul dans la contemplation. Et inversement, que la contemplation seule, si elle ne débouche pas sur de l'action, elle n'a pas de sens. Voilà. Dites-nous, Véronique Fayet, aujourd'hui, alors le rapport annuel du Secours catholique est maintenant un outil de référence, c'est une forme de photographie de la situation des pauvretés en France. Aujourd'hui, c'est quoi les grandes pauvretés ? Est-ce que la situation en France est préoccupante ? Alors effectivement, ce qui nous préoccupe, c'est l'augmentation de cette grande pauvreté. La pauvreté, alors statistiquement, diminue un tout petit peu, mais c'est assez artificiel, c'est statistique. Mais la grande pauvreté, c'est-à-dire ceux qui sont en dessous du seuil de grande pauvreté, augmente et elle touche plus de 2 millions de personnes en France. Et ce qu'on constate, c'est qu'elle s'intensifie et qu'il devient de plus en plus difficile de s'en sortir. Par exemple, d'année en année, on voit que le nombre de personnes qui ont accès à une formation qualifiante est de plus en plus faible dans les personnes que nous recevons. Ça veut dire que les gens très pauvres n'ont plus accès à la qualification professionnelle, ou du moins c'est de plus en plus compliqué et difficile. Donc ça, c'est un très mauvais signe, parce qu'on sait que la qualification professionnelle, c'est le moyen
souvent de sortir du chômage, de retrouver un emploi, etc. Donc ce qui nous préoccupe, c'est l'intensification de la pauvreté, le fait qu'il soit de plus en plus difficile de sortir de la grande pauvreté, avec tout ce qui va avec et qui n'est pas visible et qui n'est pas mesurable, par exemple le problème de la mobilité. Quand on est dans la grande pauvreté et qu'on habite dans une petite commune qui est desservie par un bus matin et un bus le soir, très compliqué d'avoir une vie décente, d'aller faire ses courses, de chercher un emploi, etc. Et ce qui nous préoccupe aussi beaucoup, et c'est plus récent peut-être, c'est la stigmatisation des pauvres. Et donc des paroles que l'on entend, alors soit de la part de l'opinion publique, parfois reprises par les élus, sur l'idée que les pauvres seraient des profiteurs, des gens qui ne cherchent pas vraiment un travail, qui ne font pas grand-chose pour s'en sortir, etc. Et donc ça c'est intolérable parce que c'est un peu la double peine. Non seulement ils sont pauvres, mais en plus ils sont montrés du doigt. Alors que nous, ce qu'on voit, c'est tout le contraire. Nous, ce qu'on voit, c'est que les gens sont extrêmement courageux, qu'ils ont un courage, mais dont on ne serait sans doute pas capable, nous, pour assurer la vie quotidienne de leurs enfants, pour payer la cantine, les transports, pour garder un travail envers et contre tout, continuer à avoir 2 heures de boulot à l'autre bout de la ville à 6 heures du matin. Voilà. Donc les gens font preuve d'un très grand courage qui n'est jamais valorisé, dont on ne parle pas. Nous on le voit, donc on le dit. Voilà. Et à l'inverse, c'est un discours stigmatisant qui est d'une très grande injustice. Et ça, c'est grave parce qu'on voit bien les conséquences politiques que ça peut avoir. L'idée de défaire en fait nos systèmes de protection sociale qui coûtent cher et puis qui profitent surtout à des feignants. Donc ça, nous, on lutte beaucoup contre ça. Et donc, dans la perspective des élections présidentielles de 2017, on a toute une série de contacts avec les candidats aux élections pour essayer de renverser ce système et de lutter contre tous ces préjugés et dire que l'aide sociale reste nécessaire. Alors certes, il faut changer beaucoup de choses, mais elle reste nécessaire et les gens qui en bénéficient font preuve avant tout de courage. Le pape qui parle d'une église pauvre pour les pauvres, ça c'est un langage assez fort. Est-ce que ça vient bousculer un petit peu le secours catholique d'une façon ou d'une autre ? Alors on se sent complètement en phase avec le pape. Pour nous, c'est pas vraiment nouveau, mais il le dit avec beaucoup de puissance parce qu'on sent que c'est un pape qui connaît les pauvres, qui aime les pauvres, qui les a rencontrés, donc il en parle magnifiquement. Et ça nous donne juste un enthousiasme et un élan extraordinaire parce que voilà, c'est porteur et qu'on voit qu'on a un pape qui est écouté par la terre entière, pas seulement par l'Église. Et quand il dit on veut une Église pauvre pour les pauvres, quand il dit les pauvres ont beaucoup à nous enseigner, mais ça s'applique à tous les hommes de bonne volonté, qu'ils soient chrétiens ou pas, peuvent l'entendre. Voilà. Donc ça nous porte énormément. Effectivement, ça nous donne beaucoup d'espérance quand ils rêvent d'une Europe plus jeune, plus accueillante, plus ouverte, où être migrant n'est pas un délit, etc. Et ben nous, les Caritas d'Europe, on a envie de dire ok, on est là, on se retrousse les manches et le rêve va devenir réalité. On voit effectivement à travers nos reportages, à travers ce que vous nous racontez, qu'il y a énormément de choses qui sont faites sur le terrain et on se dit dans le fond, le Secours catholique, il est présent sur toutes sortes de fronts. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à faire? Quels sont encore les défis à relever, les difficultés auxquelles le Secours catholique peut se heurter aujourd'hui dans son action? La crise économique est là. Voilà. Et donc la question du logement et la question de l'emploi est extrêmement grave. Quand il y a des pays, c'est vrai en France, où le pourcentage de jeunes au chômage est de l'ordre de 20, 25, parfois 30% dans certains quartiers, donc c'est insupportable, c'est un gâchis immense, mais dans d'autres pays, c'est 40 à 50% des jeunes qui sont sans travail. Voilà. Donc il y a vraiment, je pense, autour de la notion de travail, d'activité, quelque chose à réfléchir au niveau européen et à inventer. On n'a pas tout essayé sur la question du chômage. On va faire une expérimentation d'ailleurs en France. On va expérimenter des territoires zéro chômeur de longue durée. Donc c'est une loi d'expérimentation qui est passée, qui avait été proposée par ATD Quart Monde. On va se mettre dans l'expérimentation parce qu'on pense qu'au niveau d'un territoire rural, à l'image de ceux que Christophe décrivait, on peut mettre tout le monde autour de la table, les élus, les associations, les entreprises, l'État, Pôle emploi, etc. On peut identifier les chômeurs de longue durée, identifier leurs compétences et à partir de leurs compétences et de leurs talents, inverser la mécanique, et dire à partir de leurs compétences, on va créer des emplois qui seront bons pour le territoire
Et on va financer ces emplois par, au fond, les aides sociales que l'on donne à ces personnes pour rester chez elles. Là, on leur donnera l'équivalent d'un salaire pour être utile à la société. Voilà. Donc ça, c'est une expérimentation qu'on va faire en France, mais il y a peut-être d'autres expérimentations qui se font en Europe. Et donc, il faut vraiment qu'on soit très inventif là-dessus, qu'on élargisse, qu'on travaille beaucoup avec les entreprises. Voilà, pour créer du travail pour tous, que tous se sentent utiles. Et à partir de là, tout s'enclenche, parce qu'un père de famille qui travaille, il n'a plus la même posture dans sa famille, il n'a plus la même posture par rapport à ses enfants, il peut acquérir ou louer un logement. Voilà. Donc je pense que c'est un des grands défis pour l'Europe, et d'ailleurs c'est sûrement aussi pour la planète entière, puisque le pape parle souvent des 3 T, hein, un toit, un travail et une terre. Alors Véronique Fayet nous le disait, le Secours catholique est en première ligne pour l'aide aux migrants. Un exemple à Toulouse, le service migrant a rouvert ses portes en 2014. Une dizaine de bénévoles y apportent son soutien. Plus de 400 migrants de 45 nationalités sont venus demander de l'aide, en particulier pour des démarches administratives et pour un accès au logement. Fragilisés par leur situation, les bénévoles cherchent avant tout à leur redonner l'espoir. Voyez ce reportage d'Estelle Chauffour. Les migrants poussent la porte du Secours catholique quand ils ne voient plus d'issue à leurs problèmes. Ici, ils sont accueillis sans distinction, avec ou sans papier, peu importe leur origine ou religion. Souvent, ce qu'ils disent, ce qu'ils expriment, c'est qu'ils sont des numéros de dossier à la préfecture, ou ils ne sont plus des numéros parce qu'ils n'ont plus de papier. Et du coup, ils sont transparents, ils n'existent plus. Et le fait qu'on les accueille tels qu'ils sont, on pose déjà un regard de frère sur eux, et ils le ressentent. Et je crois qu'ils viennent d'abord aussi pour ça, pour cette écoute et cet accueil. On prend en compte la personne entière, ses problèmes, son histoire, mais aussi ses capacités, ses désirs, ses envies. Ils les aident dans leur démarche pour pouvoir se nourrir, se soigner et se loger. Nous faisons des accompagnements en préfecture. Parfois, ils vont aller résoudre leurs problèmes de papier avec une peur dans le ventre. Hein, ça n'aide pas. 2 jours par semaine, les bénévoles reçoivent les migrants sur rendez-vous pour un premier contact ou un suivi de dossier. Ils prennent le temps d'écouter leur histoire, leurs soucis. Déjà, les mettre en confiance pour qu'ils arrivent à nous parler de leur histoire, parce que c'est effectivement par là que ça passe. On a besoin d'éléments pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit et les aiguiller vers telle ou telle démarche. Comme aujourd'hui, où ce père de famille doit résoudre ses problèmes de papier, ou bien Ernestine qui est venue faire un point sur sa situation. Sans papier depuis 2006, elle veut elle aussi être bénévole. Quand on reçoit, on donne aussi. J'en ai reçu, je voudrais aussi en donner. Et les migrants peuvent compter sur l'accueil d'Anastase pour leur redonner le sourire. En France depuis 2013, elle a fui le Gabon avec son fils. Malgré sa situation irrégulière, elle a décidé de donner de son temps à l'accueil du Secours catholique. Il n'y a rien de plus beau que de rendre service au prochain. Et j'aime ça et je me sens bien. Je suis à l'aise d'être là à aider les autres. Et moi, ça me fait plaisir quand je sais que quelqu'un est arrivé tout triste et il ressort avec un grand sourire. Et c'est ce qui me plaît en fait. Une 7e nationalité qui vient s'ajouter aux 6 pays déjà représentés par les bénévoles. Mamadou, lui, vient de Guinée. Il est en France pour bénéficier d'une protection. Les problèmes commencent pour lui en 2013 alors qu'il dénonce un projet du gouvernement. Le gouvernement en question nous a rattrapés, ils nous ont maltraités, frappé, bastonné. J'ai opté pour la politique, pour changer ou bien pour dénoncer les maux dont souffre ma société. Menacé dans son pays, il arrive en France en décembre dernier. Depuis, il dort dans la rue, mais sa principale préoccupation est de se former. Donc là, on est en train de regarder pour que monsieur se réinscrive à la fac, puisqu'il a suivi une licence en Guinée. Et donc là, il aimerait continuer ses études en master de sociologie. Aujourd'hui, il attend la réponse de sa demande d'asile, ce qui n'est plus le cas pour Samuel, originaire du Congo. L'essentiel, tout est bien passé, voilà. Là, j'ai le titre de séjour comme demandeur d'asile, je suis très content. Je remercie aussi le Secours catholique pour leur soutien, voilà.
Les parcours sont longs et difficiles, mais il ne faut pas perdre espoir. Les bénévoles du Secours catholique de Toulouse soutiennent jusqu'au bout les migrants dans leur projet de vie. Je retrouve à présent Maria Alverti, qui est directrice de Caritas Grèce. Bonjour. Bonjour. Vous êtes confrontée de plein pied à un afflux massif de réfugiés. Racontez-nous un petit peu quelle est la situation aujourd'hui en Grèce et comment Caritas est mobilisée. Après la fermeture des frontières, près de 55 000 personnes étaient bloquées en Grèce. Donc cela a changé notre action. Nous cherchons maintenant des solutions à long terme, car les demandes d'asile se poursuivent. Cela prendra sans doute des mois. Donc aujourd'hui, nous essayons d'aider ces populations, pas seulement en distribuant une aide alimentaire et d'autres biens, mais aussi à travers un soutien psychosocial dans les camps situés au nord de la Grèce et sur les îles où ces personnes sont retenues. Certaines sont dans des centres fermés pendant 26 jours, puis elles sont libres de se déplacer sur l'île. Mais d'autres sont à Idoménie. Là-bas, près de 12 000 personnes sont bloquées. Mais Idoménie n'est pas officiellement un camp. Donc, les gens ne connaissent pas leurs droits et certains besoins ne sont pas assurés correctement. Du coup, ce que nous essayons de faire, c'est de leur fournir un abri. Grâce à 2 hôtels, un à Athènes et un autre à Lesbos, où se trouvent des personnes fragiles, des femmes enceintes avec enfants ou même également des enfants seuls. Ils peuvent vivre là-bas et avoir un soutien pour leur quotidien. C'est une vie plus digne. Merci, thank you very much. Merci beaucoup. Pour ces 70 ans, 800 personnes se sont réunies à la Cité Saint-Pierre à l'occasion de faire une fête entre bénévoles, des bénévoles qui forment une grande famille où se mêlent don de soi et parcours de vie plus douloureux. Un reportage de Benjamin Vincent. Ce soir, ils sont environ 800 à être venus fêter les 70 ans du Secours catholique. Marcheurs des délégations du Sud ou Caritas de toute l'Europe, tous réunis à la Cité Saint-Pierre à quelques minutes du sanctuaire. Un choix de lieu qui ne doit rien au hasard pour son directeur. On dit souvent que la Cité Saint-Pierre est aussi le phare, c'est-à-dire c'est un lieu qui peut éclairer le Secours catholique par rapport à ses orientations, parce qu'à Lourdes on puise la source, on va puiser dans la source et on prend des bonnes idées, on prend des belles intuitions, on confirme des engagements. La Cité Saint-Pierre accueille toute l'année des pèlerins démunis. Exceptionnellement, aujourd'hui, ce sont les acteurs du Secours catholique qui sont mis à l'honneur, notamment les bénévoles. J'ai 6 mois de plus que le Secours catholique. Voilà, c'est tout simple. Donc j'ai grandi avec le Secours catholique à travers toutes les perturbations qui ont pu avoir, les changements, passer de la 4e à la 5e République, etc. Au milieu de tout ça, il y a toujours une part de population qui reste à l'écart, en frange. Et depuis 70 ans, il y a un organisme qui s'en occupe, qui vient leur tendre la main, et ça c'est énorme. Ici comme ailleurs, la frontière est parfois mince entre les personnes accueillies et la centaine de bénévoles. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont retrouvé une dignité en prenant soin de leurs prochains. Les bénévoles sont à l'honneur aujourd'hui, mais pour Daniel et Maria-Adelina, le travail ne s'arrête pas. Toutes deux s'occupent du linge de la Cité Saint-Pierre. Depuis sa retraite et une épreuve personnelle, Daniel s'est investi au Secours catholique. À ce moment-là, j'étais seule, j'avais un deuil assez lourd. Donc je me suis investie à fond dans le Secours catholique. C'est là où j'ai connu mon mari maintenant. Et c'est lui qui venait ici à la Cité Saint-Pierre. Il m'a dit, viens, tu verras. C'est un lieu de paix, c'est un lieu
où on se sent bien intérieurement. Pour Maria Adelina, c'est une façon de se rapprocher de Lourdes et de la Vierge, mais aussi d'aller à la rencontre des plus démunis et du Christ. Vous savez que Jésus est dans les pauvres. Vous savez que Jésus est dans les pauvres. Ici, nous avons beaucoup de Jésus. Seulement le voir, c'est voir la gloire de Dieu. Nous retrouvons les bénévoles devant la porte de la Miséricorde. C'est la dernière répétition avant la procession de Caritas dans le sanctuaire. C'est bien, les répétitions de la chorale sont le jeudi soir. Ces 70 ans sont une fête, un anniversaire parmi bien d'autres à venir, comme le pensent et parfois le craignent nombre de ces marcheurs. Dans 70 ans, on en sera peut-être encore là. Et c'est fort dommage. Moi, j'aimerais qu'on n'en soit pas là. J'aimerais qu'on ait avancé. J'aimerais que les gens ne soient plus si pauvres, qu'il n'y ait plus de SDF dans la rue, qu'il n'y ait plus de mères abandonnées avec leurs enfants, qu'il n'y ait plus toutes ces choses-là. Mais bon, c'est utopique. Mais l'utopie fait avancer aussi. Au cœur de ces journées à Lourdes pour fêter ce 70e anniversaire, eh bien, les membres du Secours catholique ont pu vivre une messe à l'église Sainte-Bernadette. Elle était présidée par Monseigneur Van Looy, le président de Caritas Europe. On en regarde tout de suite quelques images. Nous sommes maintenant dans les sanctuaires de Lourdes où je retrouve Monseigneur Luc Van Looy qui est le président de Caritas Europe. Monseigneur, bonjour. Je précise que le Secours catholique fait partie du réseau Caritas Internationalis. Caritas Internationalis et Caritas Europa voilà. En même temps, oui. On a parlé avec Véronique Fayet de la situation en France. Ouais. Dites-nous un peu, selon vous, quelles sont les grandes pauvretés qui frappent l'Europe aujourd'hui? Je pense que l'Europe rencontre une crise générale. C'est-à-dire il faut faire attention de ne pas trop, certainement il faut en parler, ne pas parler trop ou parler uniquement du problème des réfugiés. Qui est quand même un problème important. C'est un grand problème, les réfugiés, mais il faut aussi se poser la question d'où est-ce que vient ce problème, d'où est-ce que vient la guerre en Syrie, d'où est-ce que vient la situation de l'Irak, d'où est-ce que vient la situation en Libye. Alors là, il y a des décisions qui ont été prises il y a des années. Hein. La crise se prépare, la crise était en cours. On n'a pas vu arriver cette crise? On l'a. Bon, je crois qu'il y a certaines personnes illuminées qui l'ont bien vu arriver. Mais le grand public n'a pas vu l'arrivée. Et c'est dans ce sens-là, le grand problème qu'on rencontre, la crise a été causée par le fait que dans ce monde, avec la vitesse de l'évolution, la vitesse du développement, la vitesse de tout ce qui est en cours, les gens qui dirigent l'Europe, les gens qui dirigent les pays de l'Europe prennent des décisions à court terme. C'est un problème, ça? C'est un grand problème que la vélocité du développement nous a pris en vitesse. Alors, vous êtes un peu démunis face à ce qui se vit aujourd'hui avec l'afflux des migrants? On ne sait plus prévoir l'avenir. C'est difficile pour Caritas justement d'agir face à cette complexité, cette rapidité des événements qui Absolument. Dépassent. C'est difficile pour Caritas de faire réfléchir à tous ceux et toutes celles qui sont responsables. À l'intérieur du Caritas, on a aussi le petit problème qu'on se concentre sur une petite crise dans son propre pays, dans son propre continent. On a eu une discussion hier soir. Qu'est-ce qu'on doit dire sur l'Europe? On parle d'une Europe unie,
ou est-ce qu'on parle d'une Europe unie et regardant vers le monde? Quelle est la réponse à cette question? La réponse est évidente. Une Europe ouverte au monde. C'est vrai, pour s'ouvrir, il faut se connaître, il faut se réunir. Mais en se réunissant, on regarde le monde. Et c'est un peu ça le grand problème de la crise aussi des réfugiés. Qu'est-ce qui se passe en Europe maintenant? Chaque pays est en train de fermer les frontières. Pourquoi? Pour chercher la sécurité. Alors, autant que et Caritas et l'Europe et le monde entier cherchent la sécurité personnelle, nation personnelle, alors le développement du monde n'est plus possible. Alors la crise est là. La crise n'est pas dans le fait qu'il y a des gens qui sont à la porte de l'Europe. La crise est parce qu'on n'y a pas pensé et donc on n'a pas de solution. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous, Monseigneur, pour justement ne pas être pris de court par ce qui se passe? On devrait éduquer les politiciens. On a besoin d'une éducation fondamentale, ceux qui partent des personnes. On doit partir de la personne humaine et pas d'une crise ou d'une situation ou d'une autre. C'est la personne qui compte, ce n'est pas l'économie qui compte, ce n'est pas la technologie qui compte, ce n'est pas le marché qui compte. Vous parliez de la crise migratoire qui est un défi majeur aujourd'hui en Europe. Quelles sont aussi les autres pauvretés qui touchent aussi les nationaux, les populations des pays européens? Un grand problème dans l'Europe occidentale, c'est le problème de la pauvreté à cause du chômage. Alors il y a d'un côté, il y a une espèce de paradoxe, Monseigneur, il y a beaucoup de richesses, on voit une Europe qui a évidemment beaucoup évolué ces dernières décennies, et en même temps énormément de pauvreté. Comment vous l'expliquez? On peut l'expliquer parce qu'il manque du travail. Et parce qu'il manque du travail, parce que les gens en pouvoir ont pris des décisions sur l'un ou l'autre système d'organiser le travail, d'organiser l'économie. Hein. Alors, il faut qu'ils prennent des décisions, ils sont responsables. Mais quand il y a une usine qui ferme en Belgique et la même usine s'ouvre en Sri Lanka, je suis content pour ceux de Sri Lanka, mais il y a quand même un problème. Hein. Alors, dans ce sens-là, il y a beaucoup de problèmes. Il y a aussi, par exemple, l'évolution technologique a besoin de moins de personnel. Hein. La machine prend la place, la technologie prend la place. Ce n'est pas mauvais, on a fait un grand avantage, mais quand même, en même temps, il y a des personnes qui perdent leur travail. Il n'y a pas d'autre travail. Comptez des personnes de 50 ans et plus. Ils ont travaillé toute leur vie jusqu'à 50 ans. Maintenant, l'usine ferme. Qu'est-ce qu'on fait? Chez nous, en Europe, on a créé un système de soins pour les anciens. Les maisons de repos. Formidable. Mais quel problème de solitude. On a créé un système pour aider les jeunes couples, les familles, oui, je vais dire une chose que j'aime pas, à se débarrasser de leurs anciens, de leurs parents. Moi, je vais souvent dans les maisons de repos. Maintes fois, il y a des personnes qui me disent « j'ai 4 enfants, j'ai une dizaine de petits-enfants, ils ne viennent jamais. Ils me laissent seul. Je suis bien soigné et ils sont contents que je suis soigné. Ils payent pour moi, très bien, mais je ne les vois plus. Moi, je vois trop peu. Alors, l'humanité, l'accent personne, l'accent, on pourrait dire caritas, hein, l'accent amour, l'accent tendresse, c'est tellement important que le Saint-Père a commencé son magistère de pape, il y a 3 ans, faisant un discours sur la tendresse. C'était sa première homélie. Voilà, en cette année de la miséricorde, et peut-être dans cette dernière partie d'interview, dites-nous, est-ce que tout le monde doit s'engager et comment? Ce n'est pas forcément donné à tous de le faire. Et quel est votre appel?
La miséricorde, c'est un droit ou bien une nécessité pour chaque chrétien. Alors, chaque chrétien doit reconnaître, disons, la valeur de chaque personne, la responsabilité de chaque personne, et se responsabiliser ensemble. Dans l'Église, on a un grand souci, c'est-à-dire que nous devons responsabiliser tous les chrétiens sur la question de pauvreté, sur la question de diriger l'Église, sur la question de diriger les paroisses. Ce n'est pas le curé qui est responsable, ce sommes nous, chrétiens, qui sommes responsables. On va terminer sur une note d'espérance, une note plus spirituelle avec vous, Monseigneur, en cette fin d'émission. Dites-nous, vous, quelle est votre prière aujourd'hui, en cette année de la miséricorde, et adressée aux chrétiens qui nous regardent? Nous voulons aider les pauvres parce que nous sommes chrétiens. C'est parce que, pas parce que j'ai du bon cœur, non. C'est parce que le Seigneur nous a donné cette tâche. C'est parce que Dieu, c'est l'unique Père que nous avons. Et c'est parce que Dieu est l'unique Père, ces personnes-là sont mes sœurs et mes frères. C'est là le fondament de tout. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La première chose que je dois faire, c'est alimenter ma foi. Alimenter la foi de la certitude que nous sommes tous frères et sœurs d'un même Père. Et pour alimenter la foi, l'unique source d'alimentation, c'est la prière. Merci, Monseigneur Monnoye. La fraternité, l'une des valeurs portées par le Secours catholique, eh bien, elle se joue aussi sur les terrains de foot. Chaque délégation a en effet sa propre équipe. Et pour ces 70 ans, un tournoi s'est tenu. 16 équipes y ont participé. Nous avons suivi la finale. Bénévoles, animateurs, sans-papiers, anciens précaires, ils sont tous réunis sous le même maillot. À l'origine de ce tournoi, Nicolas Lecomte, animateur de l'équipe de Paris. Pour lui, le foot est un moyen de sortir de l'isolement. Ça leur apporte de la remobilisation, des horaires, de la discipline, un cadre. Ça brise aussi l'isolement social. Il y a des gens, en fait, ils sont tout seuls et ça leur permet de se retrouver, par exemple, le week-end avec toujours les mêmes mecs, de partager du foot. Et après, des fois, ils se textotent, ils s'appellent, ils se voient pendant la semaine et tout. Et parmi les équipes, il y a celle de Poitiers avec 10 joueurs sur le terrain. Oran, en blanc, est l'entraîneur de l'équipe. Originaire du Kosovo, il arrive à Poitiers en 2008, s'intègre grâce au foot et obtient ses papiers. Malgré leurs différences d'âge, de culture, de religion, ils ont l'habitude de se retrouver tous les samedis pour s'entraîner ensemble. On s'échappe des problèmes qu'on a tous les jours. On laisse tout ça de côté, on essaie de prendre tous du plaisir. C'est ce qu'on aime en fait, c'est la solidarité. On joue en famille en fait et on arrive à s'intégrer tous ensemble. C'est un rendez-vous pour eux toutes les semaines de se voir, de se poser, de ne pas penser aux galères de la vie et d'être là pour s'amuser, pour se détendre. Et puis après de repartir un petit peu plus gonflé chez soi et voilà, en ayant vécu un bon moment. Une famille aux multiples nationalités. On retrouve le Maroc, l'Albanie, la Géorgie ou encore la Guinée. Ça gomme les nationalités, ça gomme les différences et ils sont tous une famille comme ils le disent. En fait voilà, on casse les codes, on casse les barrières et c'est ça qui est génial. Finalement, Poitiers n'ira pas jusqu'au bout du tournoi. Mais à 15h30, le coup d'envoi du dernier match est donné. C'est terminé. C'est Mayenne qui remporte la première Caritas Cup. L'équipe du Val d'Oise s'incline face à la Mayenne du Cœur après une séance de tir au but. Voilà, c'est la fin de ce Hors les Murs. Merci de l'avoir suivi. Merci également au Secours catholique pour son aide dans la réalisation de cette émission. Merci à la rédaction, à notre équipe technique. Vous pouvez retrouver ce magazine sur ktotv.com et sur nos réseaux sociaux. Très belle soirée à tous. Au revoir.